Mercredi 9 février 2022, presque à l'angle des rues des casernes et du centre, la mi-journée était ordinaire pour les gagnes-petits, cireurs de chaussures, chauffeurs de taxi, marchands de pépé, cuisinières de Chinjambé. Mais vers 13 heures, tout a basculé dans cette rue où se trouve le Nouvelliste, la prison civile de Port-au-Prince, à environ 1 minute en voiture du Palais national et d'autres centres de pouvoir. Sortis de nulle part, des hommes armés circulant à motocyclette ont ouvert le feu sur 4 occupants d'une Mitsubishi Montero de couleur grise, immatriculée BB 489, garée à moins de 10 mètres de Casimir Legal Group Law Firm. 3 occupants, Lionel Desrosiers, Willy Jean-François et Camille Philippe, tous âgés de plus de 50 ans, sont tués sur le coup. Sur le siège avant, les corps encore chauds de 2 hommes, affaissés, ensanglantés. Un troisième, en costume lui aussi, est retrouvé le visage sur le bitume, le reste du corps dans le véhicule, comme s'il tentait d'échapper à ses assassins. Les 3 hommes tués sont venus à mon bureau ce matin. Ils avaient une convocation au parquet dans un dossier terrien à Vivi Mitchell qui avait fait un tollé, a confié au Nouvelliste maître Jean Riboul Casimir, soulignant être l'avocat de l'un d'eux, Lionel Desrosiers. Un jeune confrère, blessé lors de l'attaque, les avait accompagnés, a-t-il expliqué au journal, en début de soirée, remonté après avoir passé 3 heures à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, sans pouvoir faire une radiographie, exigée pourtant avant d'opérer ce jeune avocat blessé. Entre commentaires émus, expressions de déception et de colère, les images de ce véhicule et des corps criblés de balles ont circulé sur les réseaux sociaux à la vitesse de l'éclair. Environ 3 heures après les faits, le juge de paix, James Saint-Germain, a verbalisé et ordonné la levée des cadavres vers une morgue privée de la capitale. Dans la majorité des cas de mort violente, la police n'ouvre aucune enquête, a confié sur Magic 9 Jocelyne Collat-Noël de la commission Justice et Paix. Elle dénonce aussi l'impunité et les responsables du pouvoir qui font des promesses d'assurer la sécurité des vies et de biens. Ils se moquent de nous, a soutenu Jocelyne Collat-Noël. La militante des droits humains a observé, en fonction des chiffres collectés par son organisation, une augmentation des morts violentes en janvier 2022 comparativement à janvier 2021. En janvier 2021, 34 cas ont été recensés contre 40 en janvier 2022. Pour toute l'année qui vient de s'écouler, la commission a recensé 664 morts violentes, selon Jocelyne Collat, selon un article publié dans le Nouvelliste ce mercredi 9 février 2022. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, nous allons revenir à l'actualité socio-politique haïtienne pour parler de ce chaos qui règne en Haïti. Au fait, je l'ai déjà dit, il ne faut même plus parler de crise en Haïti. Cette crise pluridimensionnelle a dépassé le stade de crise pour chavirer tout simplement dans le chaos. Nous reprendrons quelques-unes des facettes de cette crise tout le long de cette émission, mais je vais surtout mettre l'accent sur le fait que ce chaos-là profite à 2 grandes familles. Les Martelly, si bien que Haïti est devenu une espèce de Martelly-land, selon le titre de l'émission de ce matin, et les Clinton. En fait, tout ce à quoi nous assistons est mis en place, est entretenu du point de vue national par les Martelly, ceux qui sont au pouvoir, ce fameux calendrier électoral que nous promet le Premier ministre de facto, le fait qu'on a l'impression qu'on fait du surplace, tout ça, y compris la sécurité, on va en parler, tout ceci est mis en place par Michel Martelly qui en tire profit. Mais
Du point de vue de l'international, eh bien, tout ceci est entretenu par les Clinton, qui font croire, n'est-ce pas, aux tenants de la communauté internationale que tout est sous contrôle et que la véritable solution devra donc être des élections l'année prochaine. La question à se poser, mais pourquoi les Martelly font-ils cela? Quels avantages retirent-ils de cela? L'autre question, mais quels avantages les Clinton retirent-ils de cette situation? Nous répondrons à cette question. Mais vers la fin de l'émission, il y a une question beaucoup plus importante encore, une question beaucoup plus critique encore, à laquelle il nous faudra apporter quelques éléments de réponse, à savoir, mais que faire? Puisque ce chaos est mis en place et entretenu par des gens qui en tirent profit, que faire en tant que citoyen, simple citoyen d'Haïti, pour nous sortir de cette situation de tyrannie? Voilà autant de questions que nous aborderons à l'émission de ce matin. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Vous aurez besoin de toute votre attention pour suivre cette émission Lumière sur le monde. Restez là, je vous reviens après la pause, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Avant la pause, on s'était posé la question à savoir, mais est-ce que ce pays n'est pas devenu un Martelly Land, une espèce de propriété privée de Michel Martelly? Car au terme de l'émission, vous aurez compris que tout ce qui se fait en Haïti depuis les 10 dernières années, c'est-à-dire le quinquennat de Michel Martelly, ajouté au quinquennat de Jovenel Moïse, tout ce qui se fait en Haïti, dis-je, pendant les 10 dernières années, est sous le contrôle de Michel Martelly. Il est devenu, au fait, le maître absolu d'Haïti. Je ne le dis pas à cœur joie, au contraire. À chaque fois que j'y pense, j'éprouve une sainte colère, j'éprouve de la rage, mais de manière très réaliste, nous devons reconnaître que ce pays est devenu un Martelly Land, c'est le pays des Martelly. Au fait, la dernière crise au sein de laquelle on a ajouté d'autres crises, si bien que je ne parle plus de crise, mais que je parle plutôt de chaos, cette dernière crise est elle aussi mise en place par Michel Martelly. Cette crise, elle est d'abord institutionnelle. Vous notez qu'on a beau avoir une constitution, on a beau avoir sur papier des institutions, on a beau avoir prévu dans la Constitution ce qui doit se faire lorsque le mandat d'un président et donc de tout son gouvernement, le Premier ministre et ses ministres, parvient à terme sans qu'il n'y ait d'élection, on a beau prévoir cela dans la Constitution, cela ne se fait pas. Parce que pendant les 10 dernières années, Michel Martelly et ses sbires, Michel Martelly et ses stratèges, Michel Martelly et ses hommes de main ont érodé, ont rogné les institutions du pays, en sorte que, à l'assassinat de Jovenel Moïse, assassinat dans lequel il est impliqué, eh bien, la nation s'est réveillée sans savoir quoi faire parce que on s'est retrouvé, vous vous en souvenez, avec un premier ministre de facto qui était démissionnaire et un premier ministre nommé
qui n'avaient pas encore prêté serment. Donc c'était une affaire dans l'affaire. Et on a passé plusieurs semaines à se poser la question, mais qui doit occuper, n'est-ce pas, le siège de la primature jusqu'à ce que la communauté internationale, encore une fois de concert avec Michel Martelly, car le Premier ministre de facto actuel, c'est aussi l'homme de Michel Martelly, jusqu'à ce que, dis-je donc, que la communauté internationale ait décidé de mettre au frais Claude Joseph et de le remplacer par le très cynique Ariel Henry. Bon, vous vous souvenez, il est arrivé au pouvoir donc vers la mi-juillet 2021 et la question c'était à savoir quand est-ce que son mandat allait prendre fin. Même si du point de vue strictement constitutionnel, du point de vue du temps de la Constitution, le mandat de Jovenel Moïse avait terminé, n'est-ce pas, au 7 février 2021, eh bien, il y en avait qui pensaient que non, il fallait tenir compte du temps chronologique, du calendrier, n'est-ce pas, chronologique, et faire en sorte que le mandat de Jovenel Moïse termine au 7 février 2022. Soit, me diriez-vous. Mais le 7 février 2022 vient de s'écouler et normalement, celui qui avait été nommé par un président dont le mandat, selon certains, devait prendre fin au 7 février 2022, il est entendu qu'à cette date-là, ce Premier ministre déjà de facto devait remettre sa démission. Mais la question, c'est à qui doit-il remettre sa démission? Puisque nous l'avons vu, aucune institution étatique ne marche dans ce pays. Doit-il ou devrait-il remettre sa démission au Sénat? Mais il n'en reste plus de Sénat. Des 30 élus qui devraient constituer le Sénat haïtien, il n'en reste qu'une dizaine. Donc, le Sénat est amputé de 2/3 de ses membres. Donc, on n'a pas de Sénat. Bien sûr qu'il y a Joseph Lambert qui s'agite comme un adolescent précoce pour faire valoir son titre de président. Bien sûr que lui, il tire dans tous les sens pour montrer que même si le Sénat, n'est-ce pas, est amputé de 2/3 de ses membres, il existe toujours parce que ces 10 sénateurs sont des élus, les seuls élus d'ailleurs du pays, imaginez. Eh bien, Ariel Henry n'entend pas la chose de cette oreille. Il a dit, moi, je suis Premier ministre et je le resterai jusqu'à ce que j'organise des élections présidentielles, jusqu'à ce que j'organise des élections législatives et il s'impose. Et jusque-là, il bénéficie à la fois de ce vide institutionnel, mais de la complicité de l'international. La Maison-Blanche n'avait-elle pas déclaré 2 semaines avant le 7 février que le mandat constitutionnel d'Ariel Henry, alors que Ariel n'est pas du tout dans la logique constitutionnelle, eh bien la Maison-Blanche, agissant comme un colon pour sa colonie, la Maison-Blanche agissant comme une métropole qui prend les décisions pour la colonie, a déclaré, et demandez-moi selon quelle logique institutionnelle, demandez-moi selon quelle logique constitutionnelle, la Maison-Blanche avait déclaré que le mandat d'Ariel Henry n'était pas lié au 7 février 2022. Alors là, on ne sait plus selon quelle logique on fonctionne. On ne peut pas évoquer la Constitution de 1787 amendée pour dire qui devrait être, n'est-ce pas, à la primature. Il n'y a aucune logique institutionnelle qui tienne. Au fait, il n'y a même aucune logique politique qui tienne. Le pouvoir est occupé tout simplement, comme dans une jungle, par les plus forts. Et Michel Martelly comprend cela. Lorsque Michel Martelly, voilà 5 ans de cela, avait terminé son mandat, il s'était retrouvé à peu près dans le même imbroglio.
Il n'avait pas organisé, contrairement aux vœux de la Constitution, des élections pendant son quinquennat. La Constitution fait obligation au président de la République d'organiser toutes sortes d'élections presque aux 2 ans. Lui, pendant son quinquennat, il n'avait organisé aucune élection. Et est venue la fin de son mandat constitutionnel, il a accepté de remettre, n'est-ce pas, l'écharpe présidentielle à Joslerme Privert, qui fut président du Sénat alors et qui, dans un coup d'État qui ne dit pas son nom, a réussi à devenir président d'Haïti pendant 1 an. Michel Martelly a appris de cela. Il a dit, cette fois-ci, non seulement n'allons-nous pas organiser des élections pendant le mandat de Jovenel, mais au terme du mandat de Jovenel, je vais m'assurer de revenir au pouvoir à ma façon pour que je puisse organiser par personne interposée des élections pour revenir au pouvoir directement, et si cela est impossible, pour revenir au pouvoir indirectement par des hommes que j'aurai placés. Si vous ne comprenez pas que toute cette crise, dans sa pluridimensionnalité, est la mise en scène de Michel Martelly, vous passerez à côté de la crise haïtienne. C'est pas compliqué. Plus vous lisez les rapports, n'est-ce pas, de la police, plus vous entendez les rapports tels qu'on nous les donne, n'est-ce pas, au compte-gouttes dans les médias internationaux, en particulier sur CNN, il ne fait aucun doute que la mort de Jovenel Moïse s'explique par une crise intra-PHTK, le clan de Laurent Lamotte qui s'oppose au clan de Michel Martelly, et Michel Martelly, ne voulant pas se faire coiffer en fin de course présidentielle par, n'est-ce pas, Laurent Lamotte, s'est précipité d'éliminer celui qu'il avait placé au pouvoir, à savoir Jovenel Moïse, et qui entre-temps s'est converti au camp de Lamotte. Puisque Jovenel Moïse ne voulait plus lui obéir à lui, Michel Martelly, eh bien, il l'a tout simplement supprimé indirectement. Et ça, je l'avais dit dès le 7 juillet en soirée, et 7 mois plus tard, les médias internationaux, les analystes confirment que Michel Martelly, directement et indirectement, est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est à ce point vrai que cette semaine, pas plus tard que mercredi dernier, eh bien c'est CNN qui a dit que le Premier ministre actuel, et écoutez bien les modes temporels que CNN a utilisés, est impliqué. CNN n'a pas dit que le Premier ministre actuel, placé à la tête de la primature par Michel Martelly, n'est-ce pas, serait impliqué dans la planification ou dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse. Non, CNN a été beaucoup plus direct, CNN a été beaucoup plus cinglant que cela. CNN a affirmé que le Premier ministre, Ariel Henry, est impliqué dans la planification et dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit parce que quand vous analysez le comportement, quand vous analysez le langage, n'est-ce pas, non verbal d'Ariel Henry, eh bien, vous réalisez que l'homme avait peur jusqu'à tout récemment. Et quand on voit les relevés téléphoniques, les appels qui se sont échangés entre les hommes qui sont directement accusés dans l'assassinat de Jovenel Moïse et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'Ariel Henry était dans la planification, était dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il était informé de cela. Et je vous ai dit, bien avant CNN, dimanche dernier, que, waouh, Ariel n'a plus peur. Ariel est flegmatique. Ariel est très calme. Eh bien, ce calme-là, on ne lui avait pas connu avant. Il y a 2 mois, mais il était un peu agité, il était un peu hésitant, il cherchait encore ses pas. Mais là, il est bien établi, il est bien installé dans le pouvoir. Advienne que pourra. Eh bien, si cela arrive, c'est parce que, je l'ai dit, il s'est débarrassé d'une façon ou d'une autre de Félix Badjo, car c'était le grand embarras pour lui.
Puisque tout le monde sait que des appels se sont échangés entre Félix Badio et lui, aussi longtemps que ce Félix Badio-là avait, si vous voulez, le risque de tout moucher, de tout révéler, lui, il était inquiet. Mais depuis 2 mois, il ne l'est plus. Il nargue tout le monde. Il nargue le tiers du Sénat, si bien qu'il y a désormais un combat de coq entre ces deux chefs-là, qui se voient tous les deux à la fois Premier ministre et président. Joseph Lambert, qui s'est toujours vu dans la peau d'un président, tentant d'imiter ainsi celui qui l'a précédé comme président au Sénat, Joslerme Privert, qui lui, par un tour de passe-passe, une espèce de hold-up, une espèce de coup d'État sénatorial, a réussi à occuper les avenues du Palais National pendant 12 mois, eh bien, Joseph Lambert a voulu réitérer ce même coup. Sauf que Martelly y avait déjà goûté une fois, il ne veut pas y goûter une deuxième fois. Il place là Ariel Henry, et Ariel Henry, je l'ai dit, n'est-ce pas, prend du galon, il prend de l'assurance. S'il prend de l'assurance, c'est parce que il s'est débarrassé de celui qui aurait pu directement l'impliquer. Mais vous notez que, malgré le fait que la communauté internationale dit qu'Ariel Henry est impliqué dans la planification et dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse, mais la communauté internationale le soutient encore et surtout au pays, rien ne l'inquiète. Contrairement aux menaces qui avaient été lancées, à savoir qu'au 7 février, eh bien, le pays serait bloqué pour l'obliger à partir, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un chat dans les rues d'Haïti. Eh bien, c'était business as usual. C'était comme si de rien n'était. Et Ariel Henry, le 7 février, s'est adressé à la nation, l'invitant au dialogue et surtout promettant qu'il allait mettre sur pied, n'est-ce pas, un calendrier électoral et que lui ne laisserait le pouvoir qu'après l'organisation d'élections. La vérité, c'est que Ariel Henry a transformé, si vous voulez, le pays en une espèce de tribu. Tous ceux qui sont au pouvoir sont directement liés à Ariel Henry ou sont membres de sa famille, famille directe ou famille par alliance. Et celui qui tire profit de tout cela, parce que tous ceux qui sont au pouvoir sont placés au pouvoir par Michel Martelly, derrière Ariel Henry, c'est Michel Martelly. Si Ariel Henry, lui, n'avait qu'une peur, celle de se faire larguer par Félix Badio, eh bien, Michel Martelly, lui, il en avait 3. D'abord, la peur qu'il y ait un procès Petro-Caribé, il a vilipendé, il s'est enrichi, il a enrichi les membres de sa famille, il a enrichi ses enfants, il a enrichi son beau-frère, il a enrichi sa femme, il a enrichi, n'est-ce pas, toute sa famille et tous ses amis. Il avait peur qu'il n'y ait un procès Petro-Caribé. Et pendant quelque temps, surtout pendant les 2 ou 3 premières années du mandat de Jovenel Moïse, eh bien, la question Petro-Caribé était agitée. Et Michel Martelly avait peur parce que s'il y a un procès Petro-Caribé, eh bien, il est foutu. Et maintenant qu'il s'est débarrassé de Jovenel Moïse, sa plus grosse crainte, c'est que cette période de transition qu'on appelle transition de rupture ne soit gérée par des gens compétents, par des gens patriotes, surtout par des gens intègres qui lancent le procès Petro-Caribé. Mais cette peur-là, il ne l'a pas. Parce que non seulement n'y a-t-il pas de transition, n'ayons pas peur de mots, il n'y a pas de transition. Le PHTK est au pouvoir depuis 10 ans, en la personne de Michel Martelly, puis en la personne de Jovenel Moïse, et aujourd'hui par Ariel Henry. C'est encore le PHTK de Michel Martelly qui est au pouvoir. Donc il n'y aura pas de il n'y aura pas de procès Petro-Caribé. Syntoniser une station de radio en Haïti, écouter les influenceurs ou les journalistes les plus bruyants en Haïti, l'expression Petro-Caribé est disparue du vocabulaire national. Plus personne, n'est-ce pas, ne s'en préoccupe.
La deuxième peur de Michel Martelly, c'est qu'il y ait une véritable enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais en gardant ces hommes au pouvoir, il est assuré qu'il n'y aura pas de procès, qu'il n'y aura pas d'enquête véritable, qu'il n'y aura pas de commission qui ira chercher, n'est-ce pas, dans les entrailles de cette grosse affaire qui s'est soldée par l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc sa deuxième peur, n'est-ce pas, vient de se dissiper. Et vous notez une chose, les amis. Vous notez une chose, comment non seulement Michel Martelly, n'est-ce pas, contrôle le pays, mais il a des complicités en haut lieu dans la communauté internationale. Vous me voyez venir, on va parler de Clinton, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque CNN a dit clairement, péremptoirement que Ariel Henry, le Premier ministre de facto actuel, est impliqué dans la planification et dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse, tout ce que le département d'État, tout ce que l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince eut à dire, c'est de souhaiter qu'il y ait une véritable enquête pour trouver les véritables responsables de ce meurtre-là. Donc, on n'a pas dit qu'on retire notre soutien à Ariel Henry. On n'a pas dit qu'il faut absolument le remplacer, mais que son mandat a pris fin. Non. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une véritable enquête. Donc, il peut rester là autant de fois, aussi longtemps qu'il le veut, pourvu qu'un jour, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, lorsqu'il sera peut-être mort, on fasse une enquête. Donc, des nègres qui tuent un nègre, on s'en fout, fût-il président. De toute manière, si on n'avait pas donné notre accord implicite à cet assassinat, il n'aurait pas eu lieu. Donc, pour nous, Jovenel Moïse est mort, on s'en fout, on passe à quelqu'un d'autre. Et vous vous souvenez que l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela White, qui était justement ambassadrice pendant les premières années de Michel Martelly, eh bien, elle avait opté pour ce qu'elle appelle le PM option. Ça veut dire l'option d'un premier ministre. Elle disait clairement, devant une commission du Congrès américain, nous devons trouver une façon de mettre hors d'état de nuire le président, à savoir Jovenel Moïse, ce qui a été fait. N'est-il pas hors d'état de nuire de manière radicale ? Et le remplacer par un Premier ministre qui puisse parler à tous les secteurs et qu'on organise pour ces nègres des élections à la négraille, des élections à la suite desquelles on mettra, nous les Américains, qui on veut, parce qu'Haïti n'est pas un État souverain, c'est une néocolonie. Si vous aviez encore des doutes sur le fait que celui qui met tout cela en place, c'est Michel Martelly, je vous pose la question. Citez-moi quelqu'un qui puisse être nommé ministre pendant les 10 dernières années, voire Premier ministre, s'il n'a l'approbation explicite de Michel Martelly. Et d'un point de vue financier, ça rapporte gros. Cette semaine, il y a une nouvelle qui est sortie, qui nous a été révélé, n'est-ce pas, par Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national des droits humains. Pierre Espérance nous a appris que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, en juillet, n'est-ce pas, de l'année dernière, le directeur général de la douane, Romel Bell, quelqu'un que je connais, écoutez bien, donne mensuellement 3 millions de dollars à Michel Martelly. 3 millions de dollars. Si Michel Martelly n'était plus au pouvoir, de quel droit Romel Bell, directeur général de la douane, donnerait-il au comptant 3 millions de dollars américains à l'ancien président? Et maintenant, vous comprenez pourquoi ce pays-là n'arrive pas à payer les profs qui enseignent dans le système public. Vous comprenez pourquoi les policiers ne reçoivent pas à temps, n'est-ce pas, leur solde. Ils ne reçoivent pas à temps leur salaire. Vous comprenez pourquoi ce pays-là n'a pas d'infrastructure. Imaginez, Michel Martelly n'est plus président depuis 5 ans, mais il continue de recevoir seulement à la douane 3 millions de dollars américains chaque mois.
Et ce que Pierre Espérance nous disait, c'est que avant, Michel Martelly recevait la moitié de tout cela parce que l'autre moitié allait, je vous le donne en mille, à l'ancienne première dame Martine Moïse. Donc, ce qui se fait là, les amis, se fait parce que Michel Martelly veut se débarrasser à tout jamais du spectre du procès Petro-Caribé. Il veut se débarrasser, n'est-ce pas, d'une commission en bonne et due forme, d'une enquête en bonne et due forme sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais pour y arriver, il faut qu'il place ses hommes au pouvoir. Comment arrive-t-il à placer ses hommes au pouvoir? Par des traitements de choc. Je vous ai lu au début de l'émission cette nouvelle d'un triple assassinat, mais spectaculaire. 3 avocats qui se trouvent dans un véhicule, qui reviennent justement du tribunal et qui se font assassiner en pleine rue, en plein jour, par des hommes à moto. Ces gens-là sont criblés de balles et les hommes à moto sont repartis. Comme si de rien n'était. Vous pensez que 3 hommes à moto auraient pris le risque d'assassiner comme ça 3 avocats s'ils n'avaient reçu la commande d'ailleurs? Est-ce que vous ne réalisez pas que même ces gens armés, ces jeunes armés-là, qui font du bruit quand on leur demande de faire du bruit, mais qui se taisent quand on leur demande de se taire, est-ce que vous ne réalisez pas qu'eux aussi sont manipulés? Avez-vous entendu parler de barbecue, vous? Il y a quelques semaines, eh bien, barbecue n'avait-il pas menacé à lui seul de renverser Ariel Henry? Est-ce que vous l'entendez, barbecue? L'homme barbecue, pour ceux qui ne sont pas au fait de la situation sociopolitique, de la situation sécuritaire en Haïti, c'est l'homme qui a coupé Port-au-Prince en deux, qui a dit désormais, c'est moi le véritable maître, n'est-ce pas, de Martissant, empêchant ainsi les gens de se rendre à l'autre bout du pays, en particulier dans le sud. Lui qui avait menacé Ariel de le renverser, eh bien, on pensait qu'au 7 février, il allait dire son mot là-dedans. Mais silence et bouche cousue. Silence et boule de gomme, comme on dit. Ben, c'est parce que, eh bien, Barbecue et les autres chefs de quartier reçoivent leurs ordres, n'est-ce pas, de Martelly et de l'International. Au fait, j'ai appris de sources très sûres que les fameux 400 marosos qui font peur à tout le monde, qui intimident, qui terrorisent, qui tuent, qui kidnappent, eh bien, ils travaillent pour Michel Martelly et son beau-frère Kiko Saint-Rémy. Ils utilisent justement ces armes-là, ils utilisent ces gangsters, dans quel but? Pour nous terroriser, nous les gens de bien. Car Michel Martelly ne veut pas justement qu'il y ait une véritable transition de rupture, une transition qui serait prise en charge par des patriotes, des gens de bien, qui vont, n'est-ce pas, retaper les institutions du pays, les relancer et faire en sorte que quand il y aura des élections, il y ait de véritables élections. Non, il ne veut pas de cela. Quand il y a une transition de rupture, il faudra qu'on aille faire le procès Petro-Caribé. S'il y a une transition de rupture, il faudra qu'on fasse une enquête véritable pour savoir quels sont ceux qui sont responsables de la mort, enfin de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais il ne veut pas de cela parce que dans les 2 cas, il serait condamné. Alors il fait tout, comme le diable dans l'eau bénite, pour qu'il n'y ait pas de transition de rupture, pour qu'il reste indirectement toujours au pouvoir, et pour y arriver, il terrorise la population. Michel Martelly qui reçoit seulement de la douane, seulement de la douane, 3 millions de dollars, 3 millions de dollars américains à chaque mois des mains du directeur des douanes, Rommel Bell. Maintenant, regardons comment ce pays-là est devenu un véritable Martelly-Land. Au fait, ce pays-là n'est plus le pays de Dessalines. Ce pays-là n'est plus le pays des 13 millions d'Haïtiens. C'est un clan. On peut l'appeler Martelly-Land.
Car ce sont ceux que Martelly place au pouvoir, qui sont au pouvoir, et ceux qui sont placés au pouvoir par Martelly, ils sont autorisés par lui à recruter les gens de leur famille. Regardons ça de plus près. Regardons le cas du Premier ministre actuel. Le Premier ministre actuel qui est placé là par Ariel Henry. Eh bien, regardons, tous ceux qui travaillent dans les hautes sphères de l'État sont des membres de sa famille directe ou des membres de, n'est-ce pas, de sa famille par alliance. 1. Le directeur général de l'APN, l'autorité, n'est-ce pas, portuaire nationale, Ken Lacoste, est le beau-frère d'Ariel Henry. C'est le frère de sa maîtresse dont je tais le nom. L'actuelle directrice générale du Centre de facilitation et d'investissement qui brasse beaucoup d'argent au pays, eh bien, son actuelle directrice générale, c'est la cousine du docteur Ariel Henry. On avance. L'actuel ministre de la Culture, cette écrivaine que j'aime lire, qui a écrit un excellent roman, n'est-ce pas, Les Villages de Dieu, qui vient d'être nommé ministre de la Culture et de la Communication, Emeline Prophète-Milsé, est au fait la cousine du Premier ministre. Le ministre de la Santé, Dr Larsen, c'est un ami personnel. Le directeur de la FAES, c'est cette entité d'État qui brasse beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans des questions d'aide, n'est-ce pas, dans des questions de, si vous voulez, de distribution d'argent aux défavorisés, la FAES. Eh bien, le directeur du FAES, c'est aussi le cousin du Premier ministre. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, c'est aussi le beau-frère du chef de cabinet du Premier ministre, n'est-ce pas, Ariel Henry. Le directeur général de l'OFNAC, c'est l'ami personnel d'Ariel Henry et de Michel Martelly. Le directeur général de l'ODVA, c'est son cousin. Le directeur général du FNE, c'est encore son cousin. Et l'administratrice du Palais national est aussi une concubine du Premier ministre. Alors dites-moi, qu'y a-t-il de national dans cette administration? Ne réalisez-vous pas que c'est une administration clanique, c'est une administration tribale, c'est une administration familiale? Ce pays-là devient l'affaire privée de Michel Martelly. Mais maintenant, faisons une autre réflexion. Si Michel Martelly n'est plus président d'Haïti, mais qu'il reçoit du directeur des douanes 3 millions de dollars par mois, essayons de nous imaginer combien il recevait lorsqu'il était président. Hein? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Si maintenant il n'est plus au pouvoir directement, donc il place ses hommes à gauche et à droite, il reçoit seulement des douanes. Rien ne nous dit qu'ils ne reçoivent pas d'argent d'autres sources de l'État. Mais imaginons combien il recevait lorsqu'il était président d'Haïti. Et vous savez quoi? De sources sûres. On m'a dit que parfois pour éviter de soulever des soupçons, il fait transporter son argent, je vais peser mes mots, dans des cercueils. Vous voyez passer un minibus rempli de cercueils, vous pensez que ces cercueils-là sont destinés à transporter des morts? Non, c'est de l'argent destiné à Michel Martelly, n'est-ce pas que comporte, que recèlent ces cercueils-là? Et entre-temps, Michel Martelly nargue tout le monde. Ces enfants sont à ce point bourrés aux as qu'ils font désormais dans le cinéma. Ils ont fait, n'est-ce pas, dernièrement un tapis rouge à l'occasion de la sortie, de la première du film d'un des fils Martelly. Et puisqu'il n'y a pas de salle de cinéma en Haïti, puisqu'il n'y a pas de sécurité en Haïti, essayez d'imaginer où Martelly a organisé son tapis rouge en République voisine. Vous voyez son manque de patriotisme? Il a géré ce pays directement pendant 5 ans, indirectement pendant 5 autres années. Là, il continue de gérer par l'entremise des hommes qu'il place à la tête de toutes, si vous voulez, de toutes les entités de l'État. Mais avec l'argent volé, plutôt que de faire construire des salles de cinéma, etc., non,
il va faire son tapis rouge en République dominicaine. C'est ça, les amis, le comportement des dirigeants de ce pays. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Mais Martelly n'arriverait pas à faire tout cela s'il ne disposait de puissants complices qui font eux aussi de l'argent dans les officines de cette fameuse communauté internationale. Au fait, dès qu'on parle de lobby international qui travaille pour maintenir Michel Martelly directement ou indirectement au pouvoir, il faut penser au Clinton. Les amis, c'est des termes qu'on utilise, communauté internationale, pays internationaux, mais au fait, la véritable expression, la formule la mieux adaptée pour référer à ces gens-là, c'est la mafia internationale. Vous vous souvenez de ce fameux tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a envoyé, n'est-ce pas, dans l'au-delà, plus d'un demi-million de nos frères et sœurs haïtiens? Lorsque ce coup, n'est-ce pas, nous a frappé, alors les États-Unis ont volé à notre rescousse, mais ne l'oublions pas, qui était secrétaire d'État des États-Unis, Hillary Clinton. Et c'est elle qui coordonnait toute l'aide internationale en faveur d'Haïti. Et Hillary Clinton, les amis, n'a pas eu la décence de nommer quelqu'un d'autre que son mari. Vous imaginez, lorsque Hillary Clinton a mis sur pied cette fameuse commission mixte intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, elle a nommé comme coprésident de cette fameuse commission internationale, cette commission, n'est-ce pas, nationale et internationale, commission mixte, nul autre que son mari. Conflit d'intérêts, on ne connaît pas, on s'en fout. Et vu que cette commission allait brasser beaucoup d'argent, le fait par Hillary Clinton d'y avoir placé, n'est-ce pas, son mari, envoyait le signal que là, nous aussi, en tant que Clinton, on veut faire beaucoup d'argent. Et il y avait nominalement le premier ministre de René Préval d'alors, Jean-Max Bellerive, et, n'est-ce pas, Bill Clinton comme coprésident de cette fameuse commission intérimaire pour la reconstruction. Et vous savez aujourd'hui où on retrouve ces deux-là? Où on retrouve les Clinton et Jean-Max Bellerive dans le conseil d'administration de CVS Mining, la compagnie minière qui appartient aux frères d'Hillary Clinton et qui signe des contrats exclusifs d'exploitation de nos mines d'or avec Haïti. Donc si vous prenez le temps, j'ai reçu, n'est-ce pas, de la part d'un ami, des fameux contrats que Jean-Max Bellerive a accordés sans appel d'offres au CVS Mining, tandis qu'il était Premier ministre d'Haïti. Au fameux contrat que Michel Martelly a accordé au CVS Mining, tandis qu'il était président d'Haïti. Et notez que Michel Martelly, c'est le cousin de Jean-Max Bellerive. Quand vous prenez le temps d'analyser les contrats pour l'exploitation de nos mines que, n'est-ce pas, le président Jovenel Moïse a accordé au même CVS Mining, il n'y a pas de doute, les amis, que ce pays-là appartient à Michel Martelly et à Bill Clinton. Et vous notez que quand il y a quelqu'un dans l'international qui déroge à la ligne d'action de la communauté internationale que les Clinton imposent pour Haïti, il est tout simplement viré, il est tout simplement congédié. C'est ainsi qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, le congédiement, ou en tout cas la démission de Daniel Foote. Lui, il est arrivé 2 ou 3 semaines après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il n'a pas voulu marcher dans le sillage des Clinton. Il n'a pas voulu marcher dans les brisées des Clinton. On l'a miné, on l'a désavoué publiquement
Et de guerre lasse, il a démissionné. Je regarde les tweets de Daniel Foote lorsque CNN a sorti cette fameuse nouvelle affirmant que Ariel Henry est impliqué dans la planification et dans l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, Daniel Foote a dit à Ariel Henry, mais voilà, vous étiez trop calme ces jours-ci. Et laissez-moi vous dire que même Michel Martelly est en train de grenouiller pour vous remplacer parce que vous commencez à être un boulet au pied de la communauté internationale. Chers amis, vous qui pensiez que cette communauté internationale avait encore quelque sérieux, quelque crédibilité, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a à peine quelques semaines, je pense que c'était le vendredi 21 janvier, ça fait même pas un mois, le Canada avait convoqué la communauté internationale et Ariel Henry pour parler d'Haïti. Cette même communauté internationale n'est-elle pas au courant de l'implication d'Ariel Henry dans la planification et l'exécution de Jovenel Moïse? Pourquoi cette communauté-là ne réclame pas sa démission? Parce qu'il y a des gens dans cette communauté qui tirent profit de l'administration d'Ariel Henry. Quelqu'un m'a fait remarquer, genre, quelque insécure que soit devenu Haïti, parce que, n'est-ce pas, à date seulement au mois de janvier, c'est plus de 40 cas de mort violentes. Eh bien, CVS Mining continue de faire tourner ses machines dans cette zone qui est sous le contrôle des 400 marosos. Vous imaginez, aucun Haïtien n'ose s'aventurer dans cette zone qui est sous le contrôle des 400 marosos et pourtant pas trop loin de ces quartiers qui sont contrôlés par les gangsters des 400 marosos. CVS Mining continue de faire tourner ses machines et d'exploiter, n'est-ce pas, l'or d'Haïti. Si bien que Hillary Clinton s'est surprise à dire que l'or d'Haïti appartient aux Clinton. L'or du pays, les ressources minières d'Haïti, ce pays dont la population est si pauvre, eh bien, ces ressources sont vendues par Jean-Max Bellerive, par Michel Martelly aux Clinton, en sorte que ce pays-là est devenu, du point de vue national, n'est-ce pas, un Martelly Land, et du point de vue international, un Clinton Land, si bien qu'on ne peut prendre quelque décision que ce soit en ce qui concerne Haïti, du point de vue de la communauté internationale, sans s'assurer d'avoir l'accord des Clinton. Et il n'est pas, écoutez-moi bien, il n'est pas jusqu'à l'organisation de cette fameuse convention de Louisiane. Vous vous souvenez lorsque la diaspora haïtienne s'est réunie en Louisiane pour nommer enfin un représentant qui allait devenir président d'Haïti. Il n'est pas jusqu'à l'organisation de cette convention qui n'ait eu le sceau de Bill Clinton. Si bien que dans la soirée, dans la dernière soirée de cette convention, Clinton était là et il prenait un verre avec tous ceux qui le désiraient. Et qui payaient le fort prix, bien entendu. Ce pays-là nous échappe, chers amis. Martelly continue à nous narguer. Il continue à gérer indirectement Haïti. Imaginez, les amis, nous sommes quand même 14 millions. On nous prend en otage. Et je vois ces hommes et ces femmes de l'accord Montana qui sont des patriotes pour la plupart, qui sont de bonne foi pour la plupart, mais qui s'imaginaient naïvement que puisqu'Ariel Henry ne détient aucune légitimité, pas de légitimité populaire, pas de légitimité constitutionnelle, donc aucune légitimité légale, eh bien ces gens-là s'imaginaient naïvement qu'il leur suffit de mettre sur pied un accord consensuel, qu'il leur suffit de faire élire un président et un premier ministre pour aller dire à Ariel de se retirer, et Ariel se serait retiré, n'est-ce pas, sans bruit, sans compte, comme on dit dans notre délicieux créole. Ah bon? On est à ce point naïf. Regardez le comportement d'Ariel. Ariel est en train de dire « Arrêtez-moi quelqu'un ». Ariel sait que s'il laisse le pouvoir, il a deux destinations possibles, la morgue ou la prison.
si vous étiez à la place d'Ariel Henry, auriez-vous laissé les pouvoirs? Ariel sait qu'il est impliqué dans la planification et dans l'exécution, n'est-ce pas, de l'assassinat de Jovenel Moïse. Il serait parti comme ça, en laissant la primature, lui qui est au contrôle de tout, sous la férule de Michel Martelly. Vous auriez fait ça, vous? L'homme n'est pas un imbécile. Il sait que, étant donné son implication, soit qu'il soit abattu au pouvoir, soit qu'il aille en prison. Alors il va rester jusqu'au bout pour organiser des élections à la Martelly et se faire remplacer par quelqu'un qui ne fera absolument aucune enquête et qui n'ira jamais voir qui a planifié, qui a exécuté le meurtre de Jovenel Moïse. Il ne laissera pas. Vous pensez que Ariel... n'est-ce pas, est sensible aux histoires de consensus? Vous pensez que Ariel est sensible aux histoires de légitimité constitutionnelle? Vous pensez que Ariel est sensible, n'est-ce pas, aux propos de Joseph Lambert? Non, c'est une affaire de voleur. La seule façon pour Ariel de laisser, ce sera par un rapport de force. Posons-nous la question, les amis. Quand je vous dis que ce qui est crise pour vous et moi est au fait opportunité pour les autres. Ces jours-ci, quand on kidnappe quelqu'un, on ne parle plus en termes de gourdes, on parle en termes de millions de dollars. On a kidnappé dernièrement, vous vous en souvenez, un pasteur. Et pour le libérer, les ravisseurs lui ont ravi, sans mauvais jeu de mots, 750 000 $ américains. Mais posons-nous la question. Quand des ravisseurs reçoivent 750 000 $, quand d'autres reçoivent 3 millions, quand d'autres reçoivent 5 millions, on ne peut pas mettre cet argent-là dans un matelas. On ne peut pas mettre autant d'argent, si vous voulez, dans un sac en plastique. On ne peut pas se contenter de creuser un trou et mettre cet argent-là. Eh bien, cet argent-là circule dans des institutions bancaires. Un directeur de banque qui voit un bandit arriver avec un sac rempli d'argent, de dollars américains, etc. Pensez-vous qu'il fasse son due diligence? En tout cas, le bandit ne garde pas ça dans son taudis, là. Cet argent-là circule. Il y a quelqu'un, ou en tout cas, il y a des gens de bien, entre guillemets, qui s'occupent de blanchir cet argent-là, c'est-à-dire de le faire rentrer dans le circuit normal. Mais posons-nous la question pour en revenir à Martelly. Lui qui seulement de la part du directeur des douanes reçoit, n'est-ce pas, 3 millions de dollars par mois, comment il fait pour transporter cet argent-là? Martelly n'est pas assez fou pour garder tout cet argent-là dans des banques en Haïti. De quel réseau dispose-t-il pour faire quitter cet argent-là, les frontières, pour faire laisser, n'est-ce pas, les frontières d'Haïti à ces sommes-là et les placer ailleurs? Mais maintenant, cette communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, qui signent, n'est-ce pas, toutes sortes de contrats contre la corruption internationale. Est-ce que l'État américain se pose la question de la licéité des sommes d'argent que les enfants de Martelly ont sur leur compte, que Sophia Martelly a sur son compte, que Michel Martelly lui-même a sur son compte? Vous voyez que l'homme qui contrôle Haïti aujourd'hui, il dispose, n'est-ce pas, d'appuis internationaux puissants qui lui permettent d'emmener large. Ne donne-t-il pas des balles presque à chaque semaine aux États-Unis sans être inquiété? Cette communauté internationale nous nargue. Michel Martelly et Ariel Henry nous narguent. Il n'y aura pas d'accord qui tienne à moins que Ariel Henry et les gens de Michel Martelly ne soient renversés par la force. Au fait, la politique est toujours un rapport de force. Parfois, on va parler de force légale, on va parler de force légitime, on va parler de pression psychologique, on va parler de pression sociale. Ça, c'est dans des états de droit. Mais d'autres fois, le rapport de force, il est tout simplement physique. Ariel Henry ne partira que si on lui bloque le pays par une désobéissance civile généralisée. Pourquoi nous, les Haïtiens,
on serait tenu d'obéir à un Premier ministre qui n'a ni de légitimité morale, il n'a pas de légitimité morale puisqu'il est impliqué dans la planification et l'exécution de l'assassinat de Jovenel Moïse, qui n'a pas de légitimité populaire. Faites donc un sondage et vous verrez, n'est-ce pas, à combien s'élève la popularité d'Ariel Henry, qui n'a pas de légitimité institutionnelle, qui n'a pas de légitimité constitutionnelle, au fait, qui place toute sa famille et la famille de ses maîtresses, n'est-ce pas, dans les diverses avenues du pouvoir en Haïti. Pourquoi nous, les Haïtiens, on serait tenus d'obéir à cet homme? On est kidnappé, on nous tue, jour après jour, de manière spectaculaire. Le Premier ministre et le chef de la police, le ministre de la Sécurité publique ne lèvent un petit doigt et vous continuez à obéir. Le rapport que je vous ai lu en début d'émission, n'est-ce pas, reprend les propos de Jocelyne Cola-Noël, qui elle-même est à la tête d'une organisation qui recense les cas violents en Haïti. Elle a dit, dans aucun cas de mort violente, la police n'ouvre d'enquête. Autant dire, ou mourir pour poser. Vous êtes mort parce que vous êtes au mauvais endroit, à la mauvaise heure. Vous êtes mort parce que vous êtes dans le mauvais pays, dans un mauvais contexte. Et vous continuez à considérer qu'il y a une autorité de l'État. Nous sommes dans une situation de tyrannie. Et dans une situation de tyrannie, nous avons le droit, que dis-je, nous avons le devoir de lancer une désobéissance civile généralisée. C'est à chacun de se défendre de la manière qu'il peut. C'est à chacun de s'assurer de sa sécurité à sa façon. Vous pensez que la police a le moral qu'il faut pour intervenir ces jours-ci? Les kidnappeurs travaillent de concert avec la police. Et le prétexte qu'ils se donnent, ces policiers-là, c'est que nous ne sommes pas payés. Pourquoi nous, on irait se faire tuer par des kidnappeurs quand ces kidnappeurs-là travaillent pour ceux qui sont au pouvoir? Ariel ne partira que si le pays est bloqué entre ses mains. Et même si le pays était bloqué entre ses mains, il ne partira pas parce que il va nous prendre à l'usure. Il va se dire, on ne peut pas rester 2 semaines à faire la grève généralisée. On ne pourra pas fermer les écoles et fermer les magasins, fermer les industries plus que 2 ou 3 semaines. À un moment donné, il faudra se ravitailler. Il va nous attendre à l'usure, à moins qu'on passe à la 2e étape dont je vous ai parlé la semaine dernière, un task force qui va déloger Ariel de force. Cela va sans dire. Les amis, l'histoire nous apprend quoi? En Haïti, on prend le pouvoir de 2 façons, même pas de 3 façons. Soit qu'on est nommé par l'ambassade américaine, avec des élections bidons, indirectement ou directement, comme on a placé Ariel Henry là, comme on avait placé, n'est-ce pas, Gérard Latortue lors du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Donc, soit qu'on est placé par la communauté internationale, qui dit la communauté internationale dit l'ambassade américaine. La seule exception à cette règle, c'était en 90. Je dis c'était en 90 parce que les États-Unis étaient pris de court par ce raz-de-marée de légitimité populaire de Jean-Bertrand Aristide. Ils ne l'avaient pas souhaité, mais ils étaient pris avec. Mais à part ça, dans l'histoire politique de ce pays, il y a 2 façons de parvenir au pouvoir. Soit qu'on se fait placer au pouvoir par l'ambassade américaine, et c'est pour ça qu'Ariel est là, c'est pour ça que Michel Martelly était là pour faire l'affaire des Clinton, c'est pour ça que Jovenel Moïse a bénéficié, n'est-ce pas, de cette soi-disant élection. Soit qu'on prenne le pouvoir par la force. Et autrefois, quand on prenait le pouvoir par la force, il fallait chercher à obtenir l'accord, là encore, de l'ambassade américaine. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'accord de l'ambassade américaine pour constituer un task force et renverser Ariel Henry. L'état moral des troupes policières est tel que, laissez-moi vous dire, il n'y a pas un seul policier qui acceptera de se faire tirer dessus par, n'est-ce pas, un groupe armé qui viendrait déloger Ariel. Qu'est-ce qu'il a à foutre d'Ariel Henry?
La seule façon de dégommer Ariel Henry, je vous le dis, c'est de bloquer le pays et de constituer, plan B, un task force, l'arrêter comme accusé dans la planification et l'exécution de la mort de Jovenel Moïse, l'arrêter et le juger pour toutes ces histoires de corruption. Et là, vous aurez compris que si on parle en ces termes, c'est pas seulement Ariel Henry qui a peur, c'est aussi Michel Martelly qui a peur, c'est pas seulement Michel Martelly qui a peur, ce sont les Clinton qui a peur, parce que ce sont les Clinton qui ont peur, dis-je, parce que s'il y a une véritable transition de rupture dans ce pays, on va revoir et révoquer ces fameux contrats exclusifs qu'on a accordés à CVS Mining, la compagnie des Clinton, si bien que Hillary Clinton a osé dire que l'or d'Haïti lui appartient. Chers amis, le chaos est tel qu'on ne peut plus faire dans la demi-mesure. Le chaos est tel qu'on ne peut plus faire dans les négociations. La communauté internationale cherche à nous piéger en nous demandant de faire un consensus, n'est-ce pas, inclusif, et que dans cet accord, il faut inclure tout le monde. Ah bon? La communauté internationale sait qu'Ariel Henry et les hommes de Michel Martelly lui-même, sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Ils nous demandent de négocier avec eux pour trouver un accord. Ah bon? C'est comme me demander de faire la paix avec quelqu'un qui vient de violer ma fille. C'est comme me demander de faire la paix avec quelqu'un qui vient de voler, n'est-ce pas, mes biens dans ma résidence privée. Non, il n'y a pas d'accord possible, il n'y a pas de négociation possible à faire avec Ariel. Et les hommes de Montana sont en train de se foutre le doigt à l'œil lorsqu'ils ont accepter de reprendre la négociation avec Ariel. Ariel est en train de vous narguer. Ariel n'a-t-il pas déjà dit que le temps n'est pas aux accords, le temps est aux élections? Donc, il ne va pas laisser le pouvoir et à sa place, je ne laisserai pas le pouvoir non plus. J'aurais trop à perdre. Arrêtons toute foutue négociation avec Ariel. Bloquons le pays entre ses mains. Mettons sur pied un task force qui ira l'arrêter pour le juger, pour son implication dans le meurtre de Jovenel et son implication dans des détournements de fonds. Comment un directeur de douane peut-il se permettre de donner à Martelly 3 millions de dollars par mois sans que Ariel Henry ne donne sa permission? En fait, Ariel lui-même travaille pour Michel Martelly. Peuple haïtien, l'heure est grave. L'heure est grave. Ces 27 000 km² n'appartiennent pas aux Clinton. Ces 27 000 km² n'appartiennent pas à Martelly. Allez regarder cette miniature de mon émission d'aujourd'hui. Allez regarder ça sur YouTube. L'émission s'intitule justement « Haïti est-elle devenue un Martelly Land ?» Regardez la photo. Et tirez vous-même vos conclusions. Est-ce que, n'est-ce pas, ces 27 000 km² appartiennent exclusivement au Martelly? Entre-temps, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. La classe moyenne est décapitalisée au jour le jour. Le gouvernement d'Ariel Henry ne se préoccupe pas du tout des données économiques. Il s'en fout, Ariel Henry. Il veut rester au pouvoir. Il faut le déloger du pouvoir en bloquant le pays entre ses mains et en mettant sur pied un task force pour le destituer, l'arrêter et le juger pour implication dans le meurtre de Jovenel et pour corruption. Il faut arrêter justement ces négociations, ces valses, hésitations avec la communauté internationale. La communauté internationale des Clinton est en train de se foutre de notre gueule. Reprenons notre destinée en main. Destituons cet homme. Et mettons sur pied cette transition de rupture au cours de laquelle on fera le procès Petro-Caribé, au cours de laquelle on lancera ces 14 chantiers fondamentaux de la nation haïtienne et qu'on finisse à tout jamais avec ces histoires de corruption, avec ces histoires de hold-up, avec ces histoires de meurtres spectaculaires. Haïti vaut mieux que ça. Mais à un moment donné, il faut comprendre les mécanismes de cette insécurité.
réaliser à qui cette insécurité profite, c'est-à-dire les Clinton et les Martelly, et faire ce qu'il faut pour reprendre notre destinée en main. Et je voudrais terminer par une citation de Nelson Mandela. Vous savez, à un moment donné, Nelson Mandela était impliqué dans la lutte armée contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela faisait partie de ces gens de l'ANC qui utilisaient les armes pour en finir avec, n'est-ce pas, les lois d'apartheid, les pratiques, n'est-ce pas, d'ostracisme contre les Noirs. Et lorsqu'on lui a demandé, mais si cela ne le dérangeait pas d'utiliser les armes, d'utiliser la violence pour en finir avec l'apartheid, il eut à dire, et j'aime sa réponse, vous savez, ce n'est pas toujours l'opprimé qui choisit les armes de la lutte. Les armes de la lutte sont imposées parfois par l'oppresseur. On a tout essayé pour reprendre le contrôle de notre pays. On a essayé des marches pacifiques, on a essayé des pétitions, on a essayé, n'est-ce pas, des réunions. Que de lettres n'avons-nous pas envoyées aux ambassades? Que d'entrevues n'avons-nous pas données pour alerter la communauté internationale? On s'en fout de tout cela. Les gens de Montana ont essayé de dialoguer avec Ariel Henry, ils les narguent. Alors, il est en train de nous dire quelles armes il faut utiliser. Ce n'est plus des marches pacifiques qu'il faut utiliser. Il faut bloquer le pays, constituer un task force, l'arrêter, le juger pour meurtre et corruption. J'espère vous avoir été utile. Continuez à partager ces émissions dans vos réseaux respectifs. Continuez à réfléchir de manière à ce que nous puissions reprendre ce pays des mains des Martelly et des mains des Clinton. Merci et bonne semaine. Au revoir.